On te prend, on te met sur scène. Du jour au lendemain, tu te réveilles, t'es riche et célèbre, t'es le plus beau, t'es le meilleur, t'es le plus fort. J'ai 20 ans, je pète les plombs, je finis par le croire. Après, une fois qu'on t'a bien exploité, on te jette comme une merde. Sa sincérité nous a touchés. Steven Gunnell, qui avait connu un succès fulgurant en 1996 avec le boys band Alliage, était venu témoigner en 2005 des mirages et des ravages de cette gloire éphémère et de sa descente aux enfers. C'est surtout le sentiment de mort, oui. Voilà, ce que je suis ne vit plus. À 30 ans, il était en train de se reconstruire et n'avait pas complètement renoncé à son rêve de scène. Il en a 50 aujourd'hui. Quelle tournure a pris sa vie? Je le retrouve tout de suite. Action. Action. Steven, alors je suis très heureuse que tu sois là parce que quand on s'est rencontrés en 2005, le groupe Alliage s'était arrêté 5-6 ans auparavant. Tu étais encore plein de blessures, même si tu ressortais de tout ce que tu avais traversé, l'enfer, on peut dire que tu avais traversé. C'est difficile. Aujourd'hui, donc 2025, 20 ans après, tu te sens apaisé, tu es en accord avec toi-même, tu te reconnais, puisqu'il y avait toutes ces questions qui se posaient. J'ai 50 ans, Mireille. Et je crois que je serai jamais véritablement apaisé, en fait. Il y a, au-delà de ces expériences professionnelles complètement dingues qui ont commencé à l'époque d'Alliage en 96 et les autres projets artistiques qui ont suivi, qui ont été aussi extraordinaires derrière, avec des hauts, des bas, des déceptions, enfin une vie quoi, classique, normale. Je vois bien, tu vois, en vieillissant que il y a des cicatrices qui sans doute ne se refermeront jamais véritablement, avec toujours un semblant de douleur. De temps en temps, ça remonte comme ça. Qu'est-ce qui remonte? Des souvenirs, des paroles blessantes, des choix qui ont détruit plus qu'ils n'ont construit, des erreurs. Tu vois, récemment, en août dernier, j'ai enterré mon père. Et étrangement, ça m'a pété à la tronche et ça a réveillé plein de choses de l'enfance aussi. Des pardons qui n'ont pas été donnés, des réconciliations qui n'ont peut-être pas été faites. Mais voilà, c'est très confus encore. J'avance avec. Maintenant, je suis marié, on a 2 enfants, un métier, on travaille. Quand tu dis on, c'est toi avec Sabrina, et ton épouse, Sabrina. Voilà, William et Victoria, nos enfants. Et ma foi, on avance, on construit chaque jour notre petite entreprise familiale. Et c'est en cela aussi que j'y trouve un épanouissement. Voilà. Et donc avec Sabrina, vous avez monté une société de production, de réalisation, qui sont sur la foi, sur le parcours spirituel. Absolument. Ouais. Il y a je ne sais pas d'où ça vient, une espèce de résilience qui est pour moi vraiment quelque chose que j'ai demandé au ciel et qui m'a été vraiment donné. Et chaque jour que fait Dieu, je me lève, je reprends le chemin et j'avance quoi qu'il arrive. Alors oui, bien sûr, je suis en paix un peu plus qu'il y a 20 ans, mais c'est pas encore ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est honnête de le dire. Voilà. C'est vrai que c'est difficile. 20 ans, tu connais cette gloire incroyable avec le phénomène des boys bands, phénomène de mode. Et tu en parlais très très bien. Donc la gloire, les sorties, etc., etc. Et tout à coup, tout s'arrête. Alors du jour au lendemain, on vous idolâtre, on vous dit que vous êtes le plus beau, le meilleur et le plus fort. Donc on finit déjà tous par le croire. Et du jour au lendemain, on vous jette des pierres dans la gueule, on vous traite de tapette et de gonzesse. Bon, moi, à un moment donné, j'ai serré les dents et de ringard et tout ça. Donc ça a été l'exil. Donc je me suis dit, je ne peux plus rien faire en France parce que si j'appelle une maison de disques, un autre producteur, et je lui dis je suis Steven d'Alliage, il va me raccrocher au nez. Parce que bien évidemment, rien que le nom... Vous l'avez fait ou pas? Ah oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Tu te sentais en exil, tu disais à 23 ans être has-been, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile, ouais. Avec vraiment des humiliations. Oui. Et oui, parce qu'en fait, pour reprendre un tout petit peu la genèse, on le voit déjà, j'ai 21 ans, 22 ans, je découvre ma vocation sur un tournage à Nice, dans lequel je suis simplement figurant. Mais quand j'arrive pour la première fois sur ce set de tournage avec les comédiens, le réalisateur, les caméras, les cascadeurs, etc., c'est une transcendance et j'ai dit c'est ça, voilà, c'est ça pourquoi je suis fait en fait. Et tout de suite, je mets en place, je me donne les moyens pour monter à Paris, pour devenir comédien, donc pour aller chercher un rêve en fait.
et pour ne pas passer à côté de ma vie et puis vivre de ma passion. Accidentellement, je passe un casting, je rentre dans ce groupe. C'était où je retournais à Cagnes-sur-Mer, pompiste chez Total. Je me suis dit, je vais quand même tenter l'aventure. Milieu modeste, voilà, pas d'argent. Je viens d'un milieu modeste, plutôt simple. J'ai arrêté l'école très tôt, j'ai pas de brevet, j'ai pas de diplôme, j'ai personne pour me payer le loyer, pour me nourrir. Donc je suis un peu autodidacte, indépendant, autonome, très jeune. Et je décide d'y aller par confiance aussi, parce que là je rencontre des gens quand même. C'est l'artillerie lourde à l'époque, du show business entre guillemets. C'est les colosses. C'est TF1, c'est Universal, c'est Glum Productions. Oui, c'est l'époque aussi où les To Be Free ont explosé. À l'époque, c'était Gérard Louvain, Étienne Moujotte, et puis au même moment arrivait cette nouvelle mouvance musicale de boys band. Donc on voyait déjà les To Be Free, les Worlds Apart, les G-Squad. Et Alliage. Et donc nous, on arrive là-dedans, et avec moi, toujours dans mon esprit, dans ma tête, on me dit, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là-dedans? Mais comment j'ai pu atterrir là-dedans? C'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas mon truc. Et c'est le temps qui, et c'est le temps qui, et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Je me suis senti valorisé, et je me suis senti vraiment aimé, apprécié, et visiblement, j'entends tout le contraire de ce que mes professeurs à l'époque me disaient, où j'étais plutôt souvent un bon à rien et un con. Là, j'ai des producteurs, des calibres, qui me disent « T'as du talent, t'es bon, vas-y, continue, avance, voilà, performe, voilà, lâche rien. » Donc à un moment donné, c'est vrai que tu crevais l'écran. Bon. Non mais c'est vrai, alors, vous étiez tout jeune, beau. Oui, c'était le projet. C'était le projet. Alors moi, quand je regarde 20 ans plus tard, je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils ont quand même pu trouver pour... » Bon bref, ça c'est un autre point de vue, mais c'est vrai que voilà, tout de suite on est valorisé, on est apprécié, on est mis sur un piédestal, et puis il y a ses fans, et puis on devient riche et célèbre, et puis on devient des célébrités, et là il y a tout qui se transforme. Merci. Mesdames et messieurs, Alliage. Je me revois d'ailleurs. Et tu n'es pas préparé, c'est ce qu'il faut dire. C'est que vous n'êtes pas préparés ni les uns ni les autres, en fait, à cette vie-là. Non, là, on est absolument pas coaché là-dessus. En effet, on travaille pas avec des assistantes sociales ni avec des coachs. Non, mais tu sais, je t'interromps, mais quand tu me racontes ça, j'ai l'impression d'entendre ceux qui ont aussi, tu sais, participé à la télé-réalité, qui continuent de participer à la télé-réalité. Cette espèce de notoriété qui monte comme ça soudaine et qui s'arrête d'un coup, et tu vas en parler. Et on est les ancêtres. Bien sûr, mais c'est exactement ça. Des télécrochets. Ouais. C'est le même principe, marketing, il y a un produit, il y a un divertissement. Ouais, vous êtes casté pour ça. Enfin, ce n'est que des castings, et puis après, voilà, ça passe ou ça casse, il y en a pour qui ça passe, mais ça casse quand même derrière, et donc si tu veux, le temps de préparation, il est court, quoi. Tu vois, il est très, je me souviens, on a eu très haut, très vite. J'arrive en juin 96 à Paris. On rencontre les producteurs à la maison de disque en mi-août. On avait 1 mois et demi dans une cave dans le 16e pour apprendre une chorégraphie. Et ce qui allait devenir plus tard notre premier single, Baila. C'était ça la préparation. Et après, du jour au lendemain, on se retrouve sur les plateaux télé, à faire des interviews. Et tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, mais on ne sait pas trop quoi dire, comment se tenir. On apprend, on apprend au fur et à mesure, en fait. L'avantage qu'on avait, c'est que Gérard Louvain, à l'époque, notre producteur, produisait les Miss France. Et à l'époque, Miss France, c'était 15 millions de téléspectateurs, mi-décembre. Et là, il nous programme. Et là, t'as un soir 15 millions de personnes qui découvrent vraiment... et là, les ventes décollent du jour au lendemain. Et c'est parti. Et donc derrière, on a enchaîné avec un 2e single, un 3e, et après les tournées. Ça n'a pas arrêté pendant 2 ans. C'est incroyable quand je t'entends. Je pensais pas que tu referais toute l'histoire, mais je vois que tu es encore dedans quand tu la racontes. Oui. Tu revis ce que tu as vécu il y a 30 ans maintenant. C'est fou, c'est à ce point présent. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a transformé ma vie, ça a transformé ma personnalité, ça a pris un chemin inattendu, et c'est surtout la chute derrière qui a été marquante. Ouais, on va y venir bien sûr, mais comment vivre cette expérience? Je sais même pas comment l'exprimer, ces 3 ans de fulgurance, et que tout s'arrête du jour au lendemain, et ça laisse un vide sidéral.
Sans que vous soyez accompagné. Voilà, sans rien. là, on est lâché dans la nature. On est marqué au fer rouge sur le front Boys Band. Et là, on sait que jusqu'à la fin de nos jours, enfin pendant de longues années, parce que je savais que j'avais pas non plus un très grand talent peut-être, et que j'étais peut-être pas fait pour ça aussi, mais je savais que j'allais traîner ce boulet toute ma vie. Et très vite, j'ai compris que les maisons de disques nous fermaient les portes, les promesses de continuer derrière une possible carrière solo, etc. Tout ça balayé. S'il y a un peu encore d'amertume en moi, c'est de me dire, ils sont quand même chiés, ils auraient quand même pu nous tenter une chance sur un single. Et puis si on s'était vraiment vautré, ok là merci, on aurait essayé, t'as tenu ta promesse, j'ai tenu la mienne, on se serre la main. Aujourd'hui mon groupe existe, il s'appelle Stonecore. Je fais du métal, je fais du rock, j'ai un jeune producteur, Rami. Faites des choses. Voilà, on fait des choses, vous on existez. construit. Vous existez par vous-même. Voilà, c'est ça, Enfin, vous j'existe essayez. par moi-même. Pas par le média, pas encore en tout cas, j'ai pas de public acquis. Je pense que ça viendra si ça vient un jour avec le temps. Mais voilà, c'est très excitant tout ça. Quand tu es venu en 2005, Ouais. donc tu n'étais pas encore complètement sûr que c'était fini. Tu étais quand même en attente qu'il puisse se passer encore quelque chose des années après. J'étais dans une telle merde. Ah, c'est ça. J'étais dans une telle merde, dans une telle détresse, malgré ma conversion, malgré ma rencontre forte avec le Christ, Ouais. qui m'a apaisé, qui m'a donné beaucoup de bien et qui a vraiment permis de me commencer une reconstruction sur le plan spirituel, psychologique, humaine, etc. Mais c'est vrai que professionnellement, au jour le jour, le quotidien, il fallait l'entretenir. Ah oui. J'étais submergé de dettes et je cherchais du boulot et j'essayais tant bien que mal artistiquement d'évoluer, de m'en sortir. Bien sûr. Parce que plusieurs fois, j'ai voulu lâcher en me disant je fais autre chose, je me tire, j'arrête. Et étonnamment, étrangement, providentiellement, je ne sais pas, il y a toujours eu un truc à un moment donné qui m'a ramené vers cette vocation artistique. Tu sortais d'une période difficile, Oui. très dure, Oui. où tu avais fait de la dépression, Oui. tu étais tombé dans l'alcool, Oui. et tu allais pour gagner un petit peu aussi ta vie, aussi Oui. parce que tu voulais témoigner, Oui. tu allais voir des lycéens pour les mettre en garde. En effet, quand je viens de voir en 2005, j'ai sorti un livre qui s'appelle Sacrifié, qui raconte un peu tout ce passage, voilà, l'arrivée à Paris, à Liège, la descente aux enfers, la solitude, la peur, la détresse, et forcément, bien évidemment, l'isolement, et avec personne pour... Enfin, j'ai trouvé de l'aide, j'ai rencontré mes 2-3 Samaritains qui m'ont aidé, bien évidemment, mais sans véritablement arriver à me sortir de ma tristesse. Drogue, alcool. Drogue, non, drogue, je l'avais Alcool. connu plus tôt. Quand j'ai fait mes premières expériences, joint, ecstasy, tout ça, quand j'étais plus teenage. Mais là c'était vraiment l'alcool. Donc c'était l'alcool mondain. Et j'ai pris goût. Et à force d'être. Enfin, moi c'est personnel, mais à force d'avoir été à un moment donné toujours surmédiatisé, toujours entouré, et ben le fait de rentrer le soir chez soi seul, et ben il y avait un vide. Et ce vide, je le comblais. Et je buvais un verre, 2 verres, 3 verres, et puis je sortais. Parce qu'il fallait que la fête continue. Toujours endetté. Toujours endetté, je paye un petit peu tous les mois, je paye mes conneries, de pas d'avoir un peu flambé, beaucoup flambé. Pas d'argent de côté. Ah non, Pas de manager. bah non, Pas d'achat d'un appart. non, pas d'investissement, pas de rien. Aujourd'hui, tu as fini de payer tes dettes, parce qu'en 2005, tu avais encore des Ouais. dettes que tu continuais de payer. Tu t'en es sorti. Mais en fait, Finalement. je suis passé par le passage obligatoire, entre guillemets, de la commission de surendettement, qui a été acceptée au bout de quelques années. Donc, grâce à Dieu, une immense partie de la dette a été effacée par le Trésor public. Mais il me restait encore quelques mensualités à régler. Et en 2007, ça s'est arrêté. Voilà. Et je me suis complètement sorti de cette histoire en payant rubis sur l'ombre chaque mois toutes mes dettes. Donc là, j'ai été acquitté à ce moment-là, concrètement. Donc là, c'est vraiment là que j'ai pu commencer à me reconstruire, partir vraiment de zéro. Zéro. Voilà. Et l'alcool, comment tu t'en es sorti? Eh ben, en effet, je m'en suis sorti en 2001 quasiment, suite à cette expérience dans la chapelle Sainte-Rita à Nice. Ah, c'est vraiment là que tu as... Ouais, là, c'est du jour au lendemain. Je là, me demandais si état de c'était grâce. vraiment... Ah oui, État de grâce. t'as arrêté du jour au lendemain. État de grâce, je suis retourné. À l'époque, j'avais exilé en Angleterre. J'avais fui la France pour essayer naïvement de reconstruire des choses là-bas. Bien évidemment, il se passait rien. Je tournais en rond. Je me suis retrouvé serveur.
Les soirées étaient un peu morbides dans les pubs pour essayer voilà, d'apaiser la peur et la souffrance. Et voilà, il y avait la bière, il y avait le vin, il y avait le whisky, tout ça. C'était pas très glorieux. Et un jour, au bord du suicide, avant de commettre l'irréparable, j'avais le réflexe d'appeler maman, que j'avais pas eu au téléphone depuis des années. Et maman m'accueille. Je retourne à Nice, donc, à Cagnes-sur-Mer. Et maman avait changé. Je l'avais pas vue depuis des années. Je la voyais rayonnante. Et alors qu'on était vraiment, on était dans la merde, vraiment tous les deux à ce moment-là. Et je lui demande comment ça se fait qu'elle est aussi joyeuse. Et elle me dit, écoute, ça serait trop long à t'expliquer, je vais te montrer. Voilà. Et là, on prend la voiture et on va à Nice. Et maman rentre dans cette chapelle, il est 4 heures, les cloches sonnent. Et je vois 10, 20, 100, 200, 300, 400 personnes rentrer dans la chapelle. Il est 16 heures, on est dans l'église Sainte-Rita, c'est l'heure du chapelet. Voilà. Et là, je regarde ce qui se passe, c'est une scène. Je comprends pas trop, j'écoute, j'observe. Et à un moment donné, je fonds en larmes au pied d'une croix. Avec le sentiment d'un immense soulagement, une grande délivrance. Avec dans le cœur la certitude que celui que je cherchais depuis toujours, c'était lui, en fait. Voilà. La paix que je cherchais depuis toujours avait enfin un nom et un visage. Jésus, c'était lui. Voilà. Quand je te demandais en 2005, quand je te demandais dans l'émission, est-ce que c'est la foi qui t'a sauvé, tu me répondais, l'amour de ma mère m'a sauvé, l'amour de mon père et l'amour de moi-même. La foi est venue après. Oui, c'est ça. Il y avait aussi à toi à retrouver une certaine image de toi, te reconstruire, qui va au-delà de la foi. J'ai véritablement ressenti une vague d'amour qui m'a littéralement mis par terre. Je pleurais, je ne pouvais plus me maîtriser. Avec un immense soulagement derrière, une grande joie. Et j'ai compris que c'était l'amour qui m'avait sauvé, l'amour de ma maman dans sa prière, plus que son acte de foi. L'amour de mon père qui ne m'a jamais jugé. Et forcément, de savoir que j'étais aimé à ce point-là, peut-être que j'ai commencé à retrouver en moi une forme de dignité et d'un amour vrai, en fait. Je suis aimé. Tu racontes comme une catharsis. C'est une explosion, c'est nucléaire. Ah oui. C'est à l'intérieur, ça explose. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça ne cherche pas à convertir, ça se partage. Voilà. Après, tu prends ce que tu prends. Hein. Mais si moi je l'ai vécu, n'importe qui peut le vivre. Et puis après, en effet, j'ai voulu revivre ça. Tellement c'était beau, parce que c'était possible. Et c'est là que le chemin a commencé à ce jour-là. J'avais vraiment trouvé une force d'âme. C'est pour ça que j'imagine quand Robert Hossein t'a proposé de jouer le Christ dans Ben-Hur, évidemment, je te disais un cadeau du ciel. Ça, vraiment. Voilà. Interpréter le rôle de Jésus-Christ n'est pas rien, mais alors pour vous particulièrement, c'est un véritable cadeau du ciel, non, si je puis dire. C'est comme ça que je le prends. Pour moi, je dirais même que c'est, par rapport à mon parcours, le Panthéon. Il y a eu tout un cheminement, un renouvellement dans ma vie, artistique, social, humain, bien évidemment spirituel, qu'on me propose plus tard à l'issue de cette rencontre avec Robert Hossein, le rôle du Christ. Ça a été à la fois une surprise et à la fois... Presque trop, non? Ouais, presque trop. Vas-y. C'est lourd, mais n'exagère pas non plus. Parce que sinon la chute n'aura pas de sens. Vas-y. Soutiens ta croix. Mais en plus, il te faisait jouer le chemin de croix. Ouais. Donc, d'une certaine manière, tu jouais ce que tu avais ressenti et tu étais sur un chemin de rédemption. C'est ça, oui. Il y a la parabole de la première garée, il y a le chemin de croix, il y a tout dedans, ouais. Avec Robert, il y en a eu 2. Il y a eu Ben-Hur au Stade de France en 2006 et on réitère l'année d'après en 2007 un de ses derniers spectacles qui s'appelle N'ayez pas peur, sur la vie de Jean-Paul II, dans lequel j'interprète Karol Wojtyła jeune, donc le pape avant qu'il devienne... voilà. Et il savait que tu étais croyant. Oui, d'accord. On s'est fréquentés à un moment donné, on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé. C'était quelqu'un pour moi, c'était un maître, vraiment un maître. Et étrangement, ce maître m'a fait comprendre que peut-être ma place n'était pas sur scène ni devant la caméra. Voilà. Mais j'avais peur de ça.
J'imagine. Et Parce qu'il faut renoncer quand même. Parce qu'il y a un renoncement. À des rêves que tu as dû nourrir Exactement. jeune. Exactement. Ouais. Quand je t'ai interviewé en 2006 et que tu jouais le Christ, tu me disais il y aura d'autres rôles de rédemption. J'espère qu'il y aura d'autres rôles de rédemption. Tu en as eu d'autres? Des rôles de rédemption? Ouais, non, j'ai pas eu. J'ai aussi donc le fameux deuxième spectacle avec Robert Hossein qui a été ma dernière expérience théâtrale et scénique en tant que comédien. Et puis pour être tout à fait honnête avec toi, après avoir joué Dieu au Stade de France et Jean-Paul II jeune au Palais des Sports, j'avais pas, enfin je voyais pas ce que, j'arrivais pas à me projeter, voilà. J'arrivais plus à me projeter. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la vie m'a aidé aussi à faire des choix. Et on est jeune marié avec Sabrina, Alors Sabrina, tu l'as rencontrée apparemment autour de Bénur, enfin après, ouais. Juste après. J'ai raconté tout ça dans un joli livre avec mon épouse qui s'appelle Objectif Dieu. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est le dernier. Et en effet, je voyais bien qu'il y avait toujours ses hauts et ses bas. Cette vie en dents de scie que je supportais plus en fait. En fait, d'être intermittent ne me satisfaisait pas en fait. J'avais besoin de stabilité. J'avais besoin à un moment donné, tu vois, que ça s'aplanisse, que ça se tasse, que ça se calme. Voilà. J'avais besoin de projets à long terme, j'avais besoin de construire. Et tu avais envie d'une vie de famille. Et oui, j'aspirais à des choses. J'avais envie de me trouver. J'avais surtout peur de passer à côté de ma vie. Vraiment, vraiment. Et là, j'ai quand même à peu près déjà, un peu plus de la trentaine, mine de rien. Et voilà, sur le plan des amours, ça papillonnait sans plus. Je m'y retrouvais moins. J'avais un attrait plus vers la spiritualité que vers la chair, on va dire, en toute simplicité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, à force de messe, à force de cheminement spirituel, à force de foi qui grandissait, à un moment donné, l'idée du sacerdoce me traverse l'esprit. Je me dis, tiens, c'est peut-être là aussi. Faut pas avoir peur de se poser la question. Et c'est à ce moment-là que tu rencontres Sabrina. Et c'est à ce moment-là qu'on me propose ce pèlerinage, dans lequel je me dis, tiens, je vais faire ça pour le discernement, pour vraiment voir. Oui, si là-bas, là-bas, il se passe quelque chose, un phénomène incroyable. Ça mettrait des heures à expliquer, donc je te l'épargne, mais je pars de là, je rentre à Paris, certain que voilà, le séminaire m'attend, quoi. Ah, quand même. Voilà. Ouais. Mais vraiment, quoi. Ouais. Et 3 semaines plus tard, je rencontre Sabrina. Voilà. Comme quoi, ça ne devait pas. Et du coup, voilà, grâce à toi, grâce à cette émission qu'on avait fait à l'époque sur le spécial Bénur, Sabrina me regarde regarde ton émission à la télé. Elle-même comédienne et avait travaillé plusieurs fois avec Robert Hossein, donc elle connaissait l'équipe. Ah, oui, c'est ça. Et elle, chrétienne aussi, engagée, avec une soif de vouloir écrire de jolies histoires. Elle, c'est les grands textes, c'est Racine, c'est Molière. Quand je la rencontre, je suis assez impressionné par son cursus, bien sûr, rien à voir. Mais voilà, elle décide de rentrer en contact avec moi parce que quand elle m'écoute parler, elle me dit, tiens, mais lui, il est comédien, il chante, il écrit des livres, il a la foi, il n'a pas peur d'en parler. Peut-être que ça pourrait être intéressant de le rencontrer, discuter, projet, pourquoi pas, etc. Et c'est comme ça que la liaison s'est faite. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, il se passe un truc là. on va essayer d'écrire une histoire, en effet. Vous l'écrivez maintenant depuis, alors si je comprends bien, depuis 18 ans, c'est ça? Presque 17 ans de mariage. 17 ans de mariage. 17 ans de mariage, le 1er mai, là. Et 15 ans de production avec Créa Filmmakers. Vous êtes, j'imagine, entraidés, enfin elle t'a aidé, puisque même quand elle t'a rencontré, tu étais encore dans cette galère, donc vous avez galéré ensemble. J'étais dans ma chambre de bonne. Non mais vous avez galéré ensemble. C'est ça, pendant des années encore. En fait, ce qui se passe, c'est que donc on se marie en 2008, et les 4 premières années de mariage ont été vraiment chaotiques, vraiment très douloureux. Pas de travail, pas de projet, pas d'argent, les 2 gosses qui arrivent les uns derrière les autres avec un espace d'1 an et 2 jours. Wow. On déménage dans le sud, on essaye de faire des projets, tout se casse la gueule, il n'y a rien qui marche. On remonte à Paris, on tape aux portes, j'appelle qui je peux appeler, je trouve rien. Des petits boulots successifs ici et là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un déclic. Voilà, on est en 2010. C'était le début un peu des réseaux sociaux. Et puis, elle, comédienne, moi, bout en train, on a commencé à faire des petites blagues sur les réseaux sociaux. Voilà.
Et puis, je découvre le logiciel de montage, et puis on commence à bricoler des choses. Et on y trouve du plaisir. Et on se marre, on se fend la gueule, et on fait rire les copains. C'est comme ça que ça a Et commencé. c'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 12 ans, progressivement, on a démarré par des petits clips, des petits teasers, des bandes annonces. Et puis après, on a fait, on a couvert des événements. Et puis après, on a fait des petits documentaires de 15 minutes, 20 minutes. Et puis jusqu'au jour où il y a eu cette grande rencontre avec ce Damien Ricourt, ce comédien qui a un témoignage, qui a fait l'objet de notre premier long métrage, un documentaire de 52 minutes, qui s'appelle Fais-moi vivre, qu'on a posté sur les réseaux sociaux juste avant qu'il meure, et qui a pété les scores, et qui a traversé, voilà, on a reçu des messages du monde entier, et après ça s'est enchaîné, avec d'autres films comme ça. Jusqu'à ce projet. Jusqu'à ce projet qui arrive au cinéma en septembre, qui s'appelle Sacré-Cœur, Son règne n'a pas de fin, qui est un docu-fiction d'1h30 qui sortira au cinéma. Ah oui, là, avec des grands moyens. Donc ouais, c'est plusieurs. C'est-à-dire qu'au début, on travaillait, on était payé avec des canettes de coca et des remerciements. Maintenant, voilà, on lève des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros et après, il y a une autre fiction pour 2027 qui est encore plus grande. Enfin voilà, c'est ça. On est heureux, on est très heureux. Tes enfants qui sont des ados, donc si je calcule bien, qui doivent avoir quoi, 15-16 ans 16 et 17. 16 et 17, voilà. 16 et 17. Alors, en pleine forme, les salauds. Tu coupes là. Ah non, pourquoi? En pleine forme. Voilà, c'est l'humour du père. Oui. Ils vont le comprendre comme ça, non? Oui. Donc, j'imagine que tu, aussi, avec l'expérience que tu as connue, tu les mets en garde, toi, contre justement la télé-réalité ou les influenceurs, enfin, en tout cas, toutes ces gloires comme ça, rapides, éphémères. Ils sont grands maintenant. Ils connaissent l'histoire de leur père, ils connaissent l'histoire de leur maman, ils connaissent notre parcours, ils sont conscients aujourd'hui de tout ce qu'on fait actuellement, de tout ce que l'on a fait durant toutes ces années. Ils cherchent encore, ils sont adolescents, ils font leur parcours, mais vraiment, c'est deux belles âmes. Franchement, j'ai même pas l'impression d'avoir besoin de les... Bah, si, on les met en garde, bien sûr. Bien sûr, on éduque, on accompagne, on dit les choses. N'aie pas peur de l'école, du regard des autres. On essaie, sans être, tu vois, papa poule, maman couve, mais voilà, en leur laissant le plus de liberté possible. Parce que le but, c'est que voilà, ils décollent à un moment donné. Hein. C'est pas, on est des porte-avions, hein, nous. On n'est pas là pour les encercler, les garder pour nous. Ils sont faits pour être libres et heureux, s'épanouir. Mais ouais, Sabrina a fait un travail, évidemment, en tant que maman, incroyable dans l'éducation des enfants. Moi, j'étais un peu à la ramasse, mais voilà, j'ai porté ce que j'ai pu, et elle portait en plus, voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est une question que tu vas voir étrange, que je vais te poser, mais est-ce que c'est justement de conserver la foi, parce qu'on doute, tu dois douter, ou est-ce que c'est de justement consolider son couple jour le jour? Ce sont deux défis, quand même. Il y a ces deux défis qui d'amour aussi. Je vais te le dire en toute simplicité, c'est un peu notre leitmotiv. Alors là, on peut passer pour des huluberlus ou des hystériques ou des fanatiques, des farfelus, ce que tu veux avec ma femme, mais on est d'accord là-dessus tous les deux. On s'est mariés à 3 avec Sabrina. On a mis le bon Dieu au milieu de nous, quoi. Et c'est le roc sur lequel on s'appuie. Et tu vois, moi, je suis très rapidement dans la journée confronté à mes limites, dans ma patience, dans ma tendresse, dans mon calme aussi à maîtriser. Tu vois, c'est un peu le feu et l'eau, Sabrina et moi. Donc tu auras bien évidemment deviné qui est l'eau, qui est le feu. Et comme dit l'adage, chaque matin on se demande en mariage. Dans la journée, on a divorcé 7 fois. Tu me rassures en me disant ça, parce que quand même... Et le soir, on se demande pardon. Ouais. Voilà. Alors, dit comme ça, c'est bien beau. Non, mais c'est joliment dit, c'est joliment dit. Je le dis en toute simplicité, quand ça pète, ça pète. Oui. Évidemment. Quand j'entends parfois, alors parce que oui, en effet, on est un petit peu connus maintenant avec nos films, il y a des gens qui nous aiment bien et qui disent qu'on est une source d'inspiration, machin, je leur dis, viens passer 2 jours à la maison, tu vas vite te calmer. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui nous transcende, et dans lequel il est inépuisable. C'est cette source d'amour qu'est le Christ qui rend toute chose nouvelle chaque jour, en fait. Voilà. Ce qui n'empêche pas les combats, les drames, les deuils, les histoires sordides. On a perdu un enfant. Il y a 4 ans maintenant.
Nous avons perdu des proches. Sabrina, des êtres chers de sa famille. Mon père au mois d'août. Et la foi, vous avez aidé évidemment, sans ça, je ne sais même... Je vais être très franc. Je ne sais pas comment les gens font sans la foi. Je les admire, presque. Voilà. Et que moi, je sais que je coule sans elle. Voilà. Et on retrouve... C'est l'épreuve suprême, la perte d'un enfant. Ouais. Ça, c'est quelque... Voilà, c'est... Tu as raison de dire que tu te demandes comment on surmonte ça sans la foi. Il faut de toute façon que ce soit la foi chrétienne ou en tout cas la foi dans la vie, dans la continuité de la vie. C'est ça. Quelle qu'elle soit. C'est ça, et c'est aussi... on se raccroche à des choses très concrètes. La foi, c'est joli, c'est beau. La prière, la messe, les sacrements, si tu veux. Mais il y a le concret, dans lequel le palpable, dans lequel on se raccroche et qui, pour moi, est du quotidien. C'est le travail. Alors, c'est d'abord mon épouse dans les bras, c'est les enfants dans les bras, et puis après, c'est comment on tient tout ça à travers notre vocation, notre vie artistique de producteur, de réalisateur, et nous tient aussi en vie toutes ces personnes, ces centaines de personnes qu'on a filmées depuis 15 ans, à travers tous ces films, où je me souviens. Oui. Et je vais puiser dans leurs témoignages, eux qui ont aussi traversé la maladie incurable, le deuil, la perte de l'être cher, etc., où je me souviens, et ne serait-ce que pour eux, je me laisse pas le droit d'abandonner. Et quand bien même, parce que ça arrive, un gros pétage de plomb, une grosse colère, un sentiment d'injustice, une prière qui n'est pas exaucée, le lien n'est pas coupé avec lui. Voilà. Je me calme et puis tout doucement je reviens. De toute façon, avec les épreuves, le doute grandit. Enfin, bien sûr. Voilà. C'est compliqué d'ailleurs, parce que l'épreuve... Le doute n'existe plus, mais la compréhension persiste parfois. Voilà. Je ne cherche plus à comprendre, je cherche à croire davantage, à aimer davantage en tout cas. Voilà. T'as les raisons que ma... T'as tes raisons que ma raison ignore. C'est Marcus, qu'on perd il y a 4 ans. Voilà, ça, tu vas vivre avec ça toute ta vie. Oui. Donc on va essayer de rajouter, on va essayer de rajouter de l'amour là où il y a la mort. Oui, parce qu'il n'y a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas de sens en fait. Tu ne peux pas trouver un sens à ça. Mais je pensais à ça tout à l'heure, tu vois, en venant vers toi, en venant à notre rendez-vous aujourd'hui. Quand je relis tout ça en fait, je me dis mais regarde ce que tu as traversé, Steven. Rien n'a de sens. Alliage, ça n'avait aucun sens pour moi. Le désert derrière n'avait aucun sens pour moi. Enfin, les années de galère, malgré la conversion et le désir de bien, n'avaient aucun sens pour moi. Et pourtant, dans ce parcours, on n'a pas cherché à comprendre, on a cherché à aimer davantage et à semer une petite graine d'amour chaque jour en fait. Et ça fleurira tôt ou tard. Et on le voit aujourd'hui. On est dépassé même nous-mêmes avec Sabrina de ces merveilles qu'on est en train de produire et de réaliser. Peut-être que ça s'arrêtera d'ailleurs demain. Après, ça sera peut-être notre dernier film. On se laisse guider. Ça, personne ne sait. Mais on ne cherche pas. Nous tous, chacun. En tout cas, sacré parcours. Et je voudrais finir cet entretien en sortant de ta propre histoire et en te demandant, toi, des nouvelles. Ce que tu sais, ce que sont devenus les 3 autres du groupe Alliage. Quentin, on sait malheureusement qu'il est décédé. Je n'ai plus aucun lien avec personne de cette époque. Voilà. Tu ne sais pas ce que sont devenus Brian. Quentin nous a quittés, ça va faire 13 ans, je crois, quelque chose comme ça maintenant, 13-14 ans. Brian, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Roman non plus, si de temps en temps sur Insta, un petit message. Il est toujours adorable. J'avais vu qu'il était photographe. De mémoire, je crois qu'il dirige un magazine de mode en Espagne. Ah d'accord. Voilà. Ok. Et Brian je l'ai vu dans 1 ou 2 films comme comédien. Je ne sais pas ce qu'il devient. Non. À mon grand regret. Mais je serais très heureux de le voir un jour. Mais plus de lien, plus de contact. Voilà. Merci beaucoup, Steven, d'avoir apporté ce témoignage. Merci de l'invitation. Un vrai témoignage. Plaisir. Vous entendez les cloches qui sonnent, Steven? Notre-Dame. Eh oui. Le ciel est en joie. Et moi aussi. Merci. Clin d'yeux. Clin d'yeux.
Coupé. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos, vous voulez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à me joindre en m'envoyant un mail à contact@mdprod.com. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.